Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à vous pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui, surtout dans ce contexte assez spécial pour la Palestine, pour la région et maintenant c'est pour le monde entier, parce que la question de Gaza, ce qui s'est passé à Gaza, ça n'a pas touché que les Palestiniens à la région, mais elle a effectué effectivement le monde entier. C'est vrai qu'on a parlé du livre d'abord sur la question des prisonniers politiques, les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens, qu'ils ont totalement changé après le 7 octobre, mais aussi on s'est dit qu'on parle aussi de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la région, et on va essayer de réfléchir, si la région, elle va vers où politiquement. Je pense que je vais juste rapidement aller vers quelques éléments historiques très rapides avant de rentrer dans le contexte actuel. C'est vrai que cette occupation qui a commencé depuis 75 ans, et j'insiste qu'elle a commencé il y a 75 ans, parce que beaucoup essayent de nous faire oublier cette partie entre 48 et 67, comme si tout a commencé en 67, et après nous faire comprendre aussi que tout a commencé le 7 octobre. Il faut revenir sur les racines, que cette occupation a commencé à 75 ans. Beaucoup d'éléments pendant ces 75 ans, mais je ne vais pas aller retourner sur tous les sujets, mais moi je pense des éléments très importants. Je pense que la montée du mouvement national palestinien dans les années 60, c'était une décision palestinienne de reprendre le rôle des Palestiniens après la trahison de la majorité des pays arabes à l'époque. Et c'est là où les Palestiniens ont pris la décision de reprendre toute forme de résistance, y compris la lutte armée à l'époque, comme moyen de résistance contre cette occupation. Je parle de cette partie parce que à l'époque, on était déjà des terroristes. Pour les Israéliens, pour l'Occident, pour les États-Unis et pour d'autres, on était déjà des résistants. Et ce n'était pas l'islam politique qui était en tête de ce mouvement de résistance. C'était la gauche palestinienne marxiste-léniniste, c'était le Fatah de Yasser Arafat qui était laïque. On était déjà traités de terroristes. Et moi je pense une deuxième date qui est très importante pour les Palestiniens, c'est la première intifada, où le poids des Palestiniens, le poids de la décision politique palestinienne en 1987 est retourné à l'intérieur de la Palestine après le déclenchement de cette intifada, où on avait vraiment vu à quel niveau l'unité du peuple, ce soulèvement a pu marquer le monde et a pu avancer la cause palestinienne. Mais malheureusement, cette intifada n'a pas pu continuer longtemps, parce qu'après 6-7 ans, il y avait les accords d'Oslo qui étaient signés. Et là, je veux être plus long là-dessus, parce que je pense que les accords d'Oslo signés en 93-94, c'est vraiment une catastrophe signée par les mains des Palestiniens. On vit ses conséquences aujourd'hui. À l'époque, je pense que c'était un piège politique international imposé devant et posé pour les Palestiniens, dans lesquels ils ont tombé dedans. Et jusqu'à aujourd'hui, on paye le prix de ce processus de paix, entre guillemets. Et pourquoi je dis que c'est vraiment une catastrophe, les accords d'Oslo? Parce que les accords d'Oslo, les Palestiniens ont signé avec les Israéliens, avec la pression des Américains et des Européens, avec la garantie des Européens, et là pour marquer la responsabilité de l'Europe, parce que l'Europe aussi était garant pour la poursuite de ce processus de paix. Les Palestiniens, pas tous, mais
les gens qui ont signé l'accord à l'époque, ils n'ont pas réglé, comment on les appelle, nous les Palestiniens, les questions clés. Les questions clés pour les Palestiniens, ils n'étaient pas réglés. Ni le droit du retour, ni l'État palestinien, ni les frontières, ni l'eau, ni les prisonniers, ni l'autodétermination. Il y a ces questions qui n'étaient pas réglées. Et malgré cette volonté, on va le dire comme ça, les Israéliens, les Américains et les forces occidentales, ils étaient déjà, ils n'ont pas voulu déjà continuer le processus de paix. Ils ont voulu installer l'autorité palestinienne qui est aujourd'hui, mais sans aucune garantie que, voilà, il y aura un État palestinien où il y aura les droits des Palestiniens qui vont être rendus aux Palestiniens. C'était 7 ans, de 1993 à 2000. Ce qui est très aussi politiquement très dangereux pour les Palestiniens, que les Palestiniens, les dirigeants de l'époque de l'OLP, qu'ils ont reconnu Israël comme un État dans la région. Cet processus de paix, entre guillemets, qui a offert à Israël 88% de la Palestine historique et 22% que pour les Palestiniens. Quand les Palestiniens, les chefs de l'OLP de l'époque, ils ont reconnu directement 132 pays autour du monde, ils ont reconnu Israël. Parmi eux, la Chine. Parce qu'il y avait ceux 32 pays qui ne reconnaissaient pas l'État d'Israël à l'époque. C'est juste après les accords d'Oslo qu'ils ont reconnu l'État d'Israël. Et je pense, la problématique d'Oslo, moi je la présente comme ça, mais je pense profondément et politiquement, c'était vraiment un danger pour la cause palestinienne. 7 ans de négociations, les Palestiniens n'ont rien eu. Donc, ils ont eu des zones où les gens ils peuvent habiter, mais politiquement et stratégiquement, les Israéliens et les Américains, ils avaient un plan très clair. C'est la division du peuple palestinien. C'est la fragmentation du peuple palestinien. Si entre 48 et 67, ils ont fragmenté le peuple palestinien entre 48 et 67, ils ont occupé la deuxième partie qu'elle reste. Oslo, il est devenu, à cause d'Oslo, on est devenu un peuple fragmenté pour 5 ou 6 pièces. Si on voit le plan à l'époque, on voit clairement comment les Israéliens ils ont pu isoler Gaza toute seule, la Cisjordanie toute seule, les gens de Jérusalem, les Palestiniens de Jérusalem tout seuls, les Palestiniens qui vivent en Israël, qui sont aujourd'hui 2 millions d'habitants, ils sont isolés tout seuls, et les Palestiniens de l'extérieur, on l'appelle nous, les réfugiés palestiniens dans les pays arabes et dans le reste du monde, on n'en parle pas. Ça veut dire, à la place d'avoir un peuple uni avec son identité et sa culture, Oslo, elle est venue fragmenter le peuple palestinien. Et on sait bien à quel niveau de danger la fragmentation du peuple conduit. Elle conduit à la disparition d'un peuple. Parce que quand chaque partie, elle développe sa culture, son économie, ses relations, et il n'y a pas cette unité du peuple, ça conduit directement à la disparition du peuple palestinien. C'était ça le but d'Oslo, il n'y avait pas un autre but. Et le contrôle, bien sûr, est de rendre Israël la force dans la région qui contrôle la région, qui a la main haute dans la région, avec 250 bombes nucléaires, et les pays arabes soumis totalement à la force des Américains et des Israéliens. Ça a continué 7 ans, et c'était clair pour les forces sur place qui étaient en train d'observer, c'était clair qu'il y a un nouveau déclenchement qui va arriver. Et c'était la deuxième intifada, et l'élément déclencheur, c'était la visite de Sharon, Ariel Sharon, le ministre de la Défense israélienne de l'époque, pour la mosquée Al-Aqsa qui a déclenché la deuxième intifada. La problématique de la deuxième intifada, c'est pas une problématique, mais la deuxième intifada, nous, les Palestiniens de l'intérieur, parce que c'était conduit par les Palestiniens de l'intérieur, nous, 7 ans entre 1993 et 2000, la majorité, ils se sont sentis en train d'essayer de construire un État, faire un État. Alors, nous, on est rentré dans la deuxième intifada non organisée.
non organisé. C'était plutôt un réflexe sur la visite avec tous les éléments de pauvreté et les situations économiques autour. Alors, les partis politiques et les gens, ils ne sont pas rentrés prêts à une confrontation avec l'occupant. Malgré qu'elle a duré 5 ans, mais politiquement, malheureusement, on n'a pas obtenu grand-chose, et ça a terminé avec l'assassinat de Yasser Arafat en 2004, et après le cessez-le-feu que Abou Mazen, qui est le président palestinien de l'époque, a signé. Mais une date aussi très importante pour nous, et pour parler de la Palestine, je pense que c'était en 2006. En 2006, après les élections présidentielles, l'Europe et entre guillemets la communauté internationale a dit aux Palestiniens que voilà, aujourd'hui il faut organiser les élections de l'Assemblée nationale, on va l'appeler comme ça, pour avoir des élus et tout ça. Bon, les Palestiniens, ils ont accepté, tous les partis politiques, ils ont accepté, ils ont tous participé. Et le jour des résultats, il y avait une majorité pour le Hamas. En tant qu'à l'Assemblée nationale, il y avait une majorité totale. Bon, les élections, elles étaient reconnues comme élections nettes et claires. La communauté internationale, à la place de respecter le choix du peuple, elle a imposé un siège. On est d'accord ou pas d'accord, mais ça c'est le choix. On est d'accord ou pas d'accord, c'est autre chose. Mais quand il y a un choix, quand il y a des élections, la communauté internationale, à la place de respecter le choix du peuple, ils ont imposé un siège économique direct sur l'autorité palestinienne, sur les Palestiniens, pour affamer les Palestiniens pour leur choix. C'était ça la riposte de la communauté internationale sur les choix des Palestiniens, une guerre d'affamation, parce que les Palestiniens, ils ont choisi un choix politique qui ne va pas sur la taille de cette communauté internationale. Et ça a conduit directement, bien sûr avec la collaboration des éléments à l'intérieur dans l'autorité palestinienne, qui a conduit directement en 2007 à cette division politique entre le Hamas et le Fatah, entre la Cisjordanie et Gaza. Depuis Gaza, 2006-2007, elle est sous le siège. Elle est sous le siège jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens qui sont sous le siège depuis 18 ans, 19 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et je pense, il y a deux choses avant de rentrer dans les détails là. Moi, je pense qu'il y a la date de 2011, c'est une date très importante pour se souvenir. En 2011, on a vu, en 2010-2011, on a vu le début du printemps arabe. Le printemps arabe qui a commencé comme un soulèvement, un refus populaire contre les régimes réactionnaires, contre les régimes corrompus, contre les dictatures dans la région, en Tunisie, en Égypte, quelques pays des pays du Golfe, la Libye et ailleurs. Malheureusement, ce printemps arabe, qui a commencé vraiment avec une volonté populaire pour faire un changement dans chaque pays, 5-6 ans après, malheureusement, il a fini par, dans les mains des forces occidentales et les États-Unis en tête, avec le soutien et en soutenant des nouveaux régimes réactionnaires dans la région. Et il y avait tout un nouveau plan pour la région à cette époque-là. C'est de rediviser la région de nouveau. Et ça, on le voit aujourd'hui, on voit les conséquences de ce printemps arabe contrôlé par clairement les pays du Golfe et les Américains. On voit les conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui, à la place d'avoir un État en Libye, on a 3 États. À la place d'avoir un régime stable, par exemple, et démocratique en Égypte, on est devant la pire des dictatures qui affame pas que le peuple palestinien, mais qui affame aussi son peuple. Aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer en Syrie, mais je pense aussi ça se voit qu'on n'est pas loin aussi de fragmenter la Syrie. L'Irak, il est totalement détruit. Le Yémen, les pays en fait qu'ils n'ont pas pu contrôler, comme la Tunisie ou
ou l'Égypte, ils ont allé dans la stratégie de la destruction de ces pays. La Libye, ils ont détruit, parce que c'était pas contrôlable et facile de remettre le pouvoir facilement dans la main d'un nouveau dictature. La Syrie s'est détruite, l'Irak s'est détruit, le Yémen s'est détruit, les pays du Golfe, un contrôle total par les Américains. La seule révolution qu'il y a eu à Bahreïn, les Américains, ils ont donné le feu vert aux forces de l'ordre de l'Arabie Saoudite d'intervenir et ils ont massacré les gens qui sont allés contre le régime. Et aujourd'hui, 15 ans ou 14 ans après le printemps arabe, on va voir comment les Américains aujourd'hui, ils sont en train de redéfinir la région de nouveau après les 15 mois de ce génocide en cours. Parce que le régime qu'ils ont installé il y a 15 ans, je pense que le rôle est terminé. Et là, on est devant une nouvelle fois de comment les Américains veulent installer et dessiner la région pour que eux et les Israéliens, l'Européen derrière mais plus faible, pour la contrôler et de profiter de la richesse de cette région. En arrivant vers les accords d'Abraham, quand il y avait les accords d'Abraham en 2016, bon, les négociations 16, 17, 18, Trump il est devenu avec un plan assez clair que voilà, aujourd'hui pour lui, il faut rendre Israël un État plus normal qu'il est dans la région. Il faut que les pays arabes payent ce qu'ils doivent aux États-Unis, mais en passant par ça, il faut qu'ils reconnaissent l'État d'Israël et voir comment Israël peut profiter de ces accords d'Abraham. Les accords d'Abraham qu'ils ont signés avec quelques pays du Golfe et après avec le Maroc, les accords d'Abraham, ils n'ont rien obtenu, ils n'ont rien donné aux pays arabes. Les accords d'Abraham, si tu vois, quand tu lis les accords d'Abraham, c'est que les Américains et les Israéliens qui ont profité de ces accords d'Abraham. C'était la sécurité pour ces régimes, sécurisés qui vont rester sur leur chaise et dans leur stabilité, chacun dans son pays, que ce soit l'Arabie Saoudite, bon l'Arabie Saoudite c'est bientôt, mais les Émirats Unis, le Maroc et les autres qui ont signé, en faveur, Israël profite de l'économie de ces États-là. Si on voit les accords, par exemple, aujourd'hui en Maroc, on imagine qu'aujourd'hui, ils ont déjà commencé, il y a 3 usines d'armes pour l'armée israélienne en Maroc qui sont en train de fabriquer des armes et les vendre pour l'armée israélienne. Si on voit les échanges économiques avec les Émirats Unis, avec le Bahreïn, avec d'autres, on voit à quel niveau ces accords d'Abraham, ils ont rendu Israël, cette base armée avancée pour les États-Unis, de plus en plus forte et un entourage de plus en plus faible. C'est ça la logique américaine. Tout ce qui est autour d'Israël, ça doit rester des pays soumis aux forces américaines pour garder la main haute pour Israël et voir comment profiter de la région. Moi je pense, la dernière chose, une date pour les Palestiniens très très importante, c'était 2021. Si vous vous souvenez, en 2021, il y avait la guerre de 2021. 2021, quand les Israéliens ils ont voulu détruire le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem, il y avait cette riposte palestinienne unie pour la première fois depuis des années qu'il y avait depuis Gaza, la Cisjordanie, les Palestiniens de Jérusalem, même les Palestiniens qui vivent en Israël, les réfugiés à l'extérieur, c'était la première fois pour les Palestiniens où il y avait ce mouvement on va dire, de résistance mixte entre une résistance armée et une résistance populaire qui a duré 21 jours, mais qui a alerté les Américains et les Israéliens que voilà, on est devant une nouvelle phénomène qu'on n'a pas vécu. C'est un danger stratégique que les Palestiniens se réunissent encore une fois sur des formes de résistance différentes. Et en parallèle, les Américains aussi, ils avaient les plans pour la région.
Moi, je vais en parler là tout de suite. Mais c'est juste que voilà, après le déclenchement du 7 octobre et tout ce qui a accompagné, 15 mois de ce génocide en cours, et moi je le dis clairement, c'était une guerre mondiale contre les Palestiniens. On ne peut pas le définir moins que ça. Qu'on veut aller dans les détails, c'est une guerre mondiale contre le peuple palestinien et contre Gaza. Si on compte dès les premiers jours, les Français, ils ont participé avec 4500 franco-israéliens qui sont allés à Gaza. Des experts italiens, ils étaient sur place. La force Delta, les premiers mois, c'est elle qui gérait l'armée israélienne sur place. Les Allemands, les experts allemands, ils étaient sur place. Des bénévoles de Chypre, et d'ailleurs aussi, ils étaient là. On était vraiment devant. Et on ne parle pas déjà du pont d'armes qui arrivait de partout dans le monde. Un pont d'armes ouvert à Israël, des États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Inde, et beaucoup d'autres pays qui ont participé directement à cette guerre. Je pense que dès le début, si on se souvient, par exemple, à une de ces déclarations très con de notre président de la République qui a dit que voilà, nous, on va faire le front international comme on l'a fait contre Daesh. On a commencé à le monter contre la Hamas à Gaza et contre Gaza. Pour qu'il change son avis 5-6 mois après et qu'il vote un cessez-le-feu au Conseil de sécurité. Ce plan, ce génocide, il avait des plans assez clairs et déclarés. C'était les intentions politiques des Américains et des Israéliens n'étaient pas cachées. Un soutien total et feu vert par la majorité des pays de l'Europe, c'était comment vider la bande de Gaza de ses citoyens. Netanyahou l'a déclaré, il a dit que voilà, on va essayer de convaincre les pays arabes de prendre ces Palestiniens en force, en guerre, en génocide. Il faut vider la bande de Gaza ou la majorité de la bande de Gaza. Je parle de ça très clair pour revenir sur les déclarations de Trump qu'il a fait hier et avant-hier. Ce génocide en cours, je ne veux pas parler des chiffres parce qu'on connaît tous les chiffres. Netanyahou, il a déclaré en 2 buts essentiels. C'est récupérer les otages, tous les otages, sans libérer les prisonniers politiques palestiniens, et mettre un fin à tous les partis et à toutes les branches armées de tous les partis politiques à Gaza. Aujourd'hui, 15 mois après ce génocide en cours, et après un cessez-le-feu, est-ce que Netanyahou a pu obtenir ces 2 buts qu'il a déclarés dès le début? Clairement, non. Parce qu'on a vu que voilà, les otages ils sont libérés juste quand il y a des échanges avec les prisonniers politiques palestiniens. Et là, on va avoir la 4e vague samedi prochain. Et la destruction de tous les partis politiques, on a vu les images. C'est hors de question que la destruction de la présence de la résistance palestinienne à Gaza, qu'elle soit détruite. Ce qu'il a fait Netanyahou, ce qu'il a fait les Américains et les Européens, c'est qu'ils ont détruit toute une bande de Gaza, ils ont tué les hommes, les femmes, quelques dirigeants politiques, mais la majorité, ils ont tué que des innocents. Que des innocents. Les bombardements, ils ont touché que les civils, la majorité, ils ont touché que des civils, et la destruction de la vie. Aujourd'hui, Gaza est inhabitable. Aujourd'hui, Gaza, c'est une ville qui est inhabitable. Pas d'hôpitaux, pas d'universités, pas d'écoles, pas d'eau, pas d'électricité. On peut dire comme ça, oui, Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que ce plan de vider la bande de Gaza de ses citoyens n'est pas terminé. Il faut garder ça en tête que le plan n'est pas terminé.
Mais si on veut retourner sur ce que j'ai dit sur la région et comment on attache ça avec la région. Les Américains, ils étaient en train d'installer une nouvelle région quand le 7 octobre est arrivé. Ils étaient en train de voir comment profiter de la région de nouveau, comment Israël, cette base armée, peut avoir la main haute de nous. Les Américains de Biden de l'époque, ils avaient des plans assez clairs qu'on veut recontrôler les routes maritimes entre l'Inde, les pays de Golfe, la mer Rouge, et voir comment, parce que là, pour le 2030, il y a le nouveau, canal qui doit s'ouvrir entre Israël et l'Arabie Saoudite, c'est le canal Ben Gurion. Le canal Ben Gurion qui doit remplacer le canal de Suez, qui est égyptien, mais même malgré que les Égyptiens ils font pas mal, ils bloquent rien sur l'économie d'Israël ni l'économie des États-Unis, mais ils ont besoin de ce canal stratégique entre l'Arabie Saoudite et Israël qui s'appelle le canal Ben Gurion. Ce canal de Ben Gurion qui ouvre les routes maritimes vers le Méditerranée. Le plan américain et israélien que Haïfa, cette ville sur le Proche-Orient qui a le plus grand port dans la région, elle devient la plus grande ville qui exporte les richesses de la région, tout ce qui est gaz et à compagnie, vers le monde. Alors c'était ça, c'était de recontrôler les routes maritimes, contrôler les richesses de la région, ramener tout à la ville de Haïfa qu'ils ont développé avec les Israéliens pour que Haïfa devienne la première exportateur de tout ce qui est gasoil et gaz et à compagnie pour le monde entier. C'était ça le plan. Et en plus, après, ils ont découvert, les Américains et d'autres, et les Français, ils ont découvert les nouvelles pistes de gaz dans la région. Une piste de gaz en face de Gaza, qui pour le moment elle ne fonctionne pas. Une piste de gaz en face de Haïfa, ils ont commencé à retirer le gaz, ils l'ont appelé Karish. Et la piste de gaz qui est en face du sud du Liban. En face du sud du Liban, il y a une piste de gaz qui est énorme, et aujourd'hui ils ont découvert dans la Syrie. Mais avant de découvrir les pistes de gaz, si on se souvient bien, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, quel port fonctionne dans la région sur la Méditerranée? Les 3 ports syriens, ils étaient bombardés par les Israéliens et les Américains, ils ne fonctionnent plus. Le port de Beyrouth, on ne sait pas pourquoi, il y avait l'explosion de 2018-2019. Il n'y a que les ports israéliens qui fonctionnent sur le Proche, sur la Méditerranée. Et ça, c'est pas par hasard. Ça, c'est pas par hasard. Pourquoi il n'y a que les ports israéliens qui fonctionnent sur la Méditerranée? Les Français, et ça, on l'a vu dans les négociations pour le cessez-le-feu au Liban, les Français qui continuent avec leur mentalité que le Liban, c'est notre colonie, c'est à nous de gérer, le Liban, c'est à nous, et c'est à nous de contrôler. Ils ont négocié pendant des années et des années pour que ce soit Total qui profite de la piste de gaz. Et même dans les dernières négociations, ils ont négocié avec les Iraniens pour que ce soit Total qui profite pour 30 ans pour cette piste de gaz pour profiter. Bon, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. Mais là, quand toutes ces richesses dans la région sont découvertes, et surtout à Gaza, les Américains, aujourd'hui, quand on attache tout ça à ce que Trump a dit hier et avant-hier, parce qu'hier, il y avait la réunion entre Trump et Netanyahou à la Maison Blanche, avec 6 points essentiels pour discuter. L'Iran, le Liban, Gaza, la Cisjordanie, l'Arabie Saoudite a encore un dossier. Trump a dit clairement qu'il a demandé aux pays arabes, à la Jordanie et à l'Égypte de recevoir les Palestiniens de Gaza. Ça veut dire qu'ils ont déjà en tête, Trump il est venu avec un agenda politique de continuer le plan de vider la bande de Gaza. Heureusement, pour notre bien, les Jordaniens et les Égyptiens,
les régimes, ils nous considèrent comme danger sur leur futur, pour la continuation de leur régime. Ils ont déclaré assez rapide que les Palestiniens ne sont pas bienvenus, on est contre la déportation des Palestiniens, mais pendant 15 mois de ce génocide en cours, ils n'ont rien fait. Mais comme ils nous considèrent comme un danger sur leur régime, ils ont dit à Trump, non, mais bon, on n'accepte pas. On a vu le ministre des Affaires étrangères jordanien qui a déclaré quelques déclarations, et Sisi, ce dictateur de l'Égypte qui a fait monter une manifestation sur Rafah avec ses soldats pour dire que personne ne va passer dans nos territoires. Et il y a une nouvelle idée que Trump a déclarée hier, que peut-être la Syrie, le nouveau régime syrien, il acceptera de recevoir les Palestiniens de Gaza. Ça veut dire que le plan, il est toujours sur place. Pourquoi aussi? Parce que quand on parle de la piste de gaz qui est en face de Gaza, qui est entre l'Égypte et Gaza, les Américains et les Israéliens, et surtout les Américains qui veulent profiter, bien sûr, il faut voir le rôle que l'Émirat unis il est en train de jouer dans ces détails. Les Américains ils disent que voilà, on ne peut pas travailler avec un endroit surpopulé, un endroit qui n'est pas calme, un endroit où on risque des frappes, où c'est pas sécurisé. Alors pour ça, ils vont tenter d'essayer de redéplacer les Palestiniens encore une fois. Et la menace est arrivée hier. La menace directe de Trump qui est arrivée hier, qui a dit voilà, moi je ne garantis pas que la deuxième partie du cessez-le-feu, elle est garantie. Peut-être on va retourner à la guerre encore une fois, après fin février, début mars, parce que c'est le délai de la première période du cessez-le-feu. Après, on a la Cisjordanie. On parle peu, malheureusement, de la Cisjordanie, ce qui se passe en Cisjordanie. Pendant les 15 mois de génocide en cours, les Israéliens aussi, ils ont lancé leur guerre contre la Cisjordanie. Et là, on le voit, aujourd'hui, pour que Smotrich, le facho-ministre de l'économie de Netanyahou, pour qu'il accepte un cessez-le-feu, il a imposé des délais politiques, si on va dire, pour Netanyahou, pour qu'il accepte des conditions. C'est comment on va faire avec la Cisjordanie. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Cisjordanie? Déjà, il y a une décision à long terme américaine, israélienne, qu'il n'y a pas un État palestinien, mais quand même, il faut voir comment les gérer. Smotrich, il a un plan assez clair. Il a dit que les Palestiniens, ils n'auront pas un État, mais ils auront 5 administrations, on va dire, dans les plus grandes villes. Une administration à Ramallah, une administration à Tulkarem, une administration à Jénine, les plus grandes villes. Cette administration où les Palestiniens peuvent gérer leur vie. L'autorité palestinienne, qui n'est pas un État, elle s'occupe que ces gens, ils vont être calmes, gentils, qui ne résistent pas aux Israéliens, et ils vont vivre dans la grande Israël, et les Palestiniens qui ne se sentent pas bien avec cette idée, ils ont le droit de quitter. Ils ont le droit de quitter, et nous on va ouvrir les frontières pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie pour la grande Israël. Il a même parlé de déplacement de 2 millions des Palestiniens qui sont en Israël, en Cisjordanie, pour avoir Israël, qu'ils ont entre 47 et 48, qu'ils ont déclaré l'État-nation en 2018, l'État du peuple juif, où il n'y a que des juifs dans cet État. Alors il y a un plan d'évacuation aussi pour la Cisjordanie. Déjà, l'invasion de Jénine et le nord de la Cisjordanie qui dure là depuis 3 semaines, sur 20 900 habitants du camp de Jénine, il y a déjà 18 à 19 000 personnes qui ont quitté le camp parce que le camp il est déjà rasé. Et ils ont décidé qu'ils vont élargir cette guerre dans le nord de la Cisjordanie contre le camp de Tulkarem, Tobas, Tamoun. Ils ont tout un plan pour comment ils vont élargir sur cette guerre contre. Ça veut dire qu'on est devant un plan
comment ils vont vider aussi la Cisjordanie. Jérusalem, la même chose. L'intensification des plans de colonisation, ils se sont multipliés les dernières années. On l'a vu, par exemple, avec l'essai de la destruction du Sheikh Jarrah en 2021. Il y a le quartier, je ne sais pas, peut-être vous en avez entendu, parce que ce quartier il a beaucoup de projets avec des villes françaises. Le quartier Al-Boustan à Silouane, qui est collé à la vieille ville de Jérusalem, où il y a 2000 habitants. Ils ont eu la décision de détruire totalement ce quartier. Le prétexte de la destruction de ce quartier, que voilà, à la place de ce quartier-là, il y a 3000 ans, il y avait le jardin de David, et David, il sortait de la vieille ville, allait boire son café dans ce jardin. Il faut détruire ce quartier et reconstruire le jardin de David à la place. Bon, aussi, il y a ces plans pour vider, il y a le plan en 2030, il y a le plan de téléphérique entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Ce plan de téléphérique qui confisque les restes des terres libres, on va dire, autour de la vieille ville, les bouts de terre qui sont aux Palestiniens. Les Palestiniens qui vivent en Israël, les 2 millions là, on en parle aussi moins, mais eux aussi, si on voit les rapports d'Amnesty, le rapport de l'apartheid et la compagnie, on voit à quel niveau ils sont poussés pour qu'ils quittent leur endroit et d'aller sortir d'Israël et aller vivre ailleurs. Alors, le mouvement sioniste, donc devant ces images-là, le mouvement sioniste et derrière les forces coloniales n'a pas quitté une seule seconde son slogan historique que la Palestine, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est ça la logique du sionisme d'aujourd'hui, qui n'a pas quitté la logique dans laquelle il est arrivé dans la région avec l'appui des forces occidentales et aujourd'hui avec l'appui total et le soutien total des États-Unis. Moi, je pense que aujourd'hui, avant de parler de notre situation et la situation des prisonniers politiques, il y a un vrai danger sur la deuxième phase de cessez-le-feu. Aujourd'hui, avec les 8 milliards de dollars signés hier d'armes pour Israël, ces 8 milliards d'armes, ils ne sont pas donnés pour qu'ils soient stockés chez les Israéliens. Je pense que la deuxième partie de cessez-le-feu, elle est vraiment en danger. La Cisjordanie, elle est vraiment en danger total avec l'invasion que les Israéliens sont en train de faire. Le cessez-le-feu, je ne veux pas aller trop loin avec le cessez-le-feu au Liban qui tient à peine après la nomination du président et le Premier ministre. Ça a l'air un peu moins tendu la situation en Liban, mais les yeux des Israéliens, c'est comment faire cette zone de séparation entre le nord, entre guillemets, le nord d'Israël et les 8 kilomètres qu'ils ont déjà rasé. Les Israéliens, pendant 60 jours de cessez-le-feu avec le Liban, ils ont rasé le sud de Liban. La destruction a continué pendant 60 jours et ils ont rasé tous les villes et les villages qui sont dans le sud de Liban, mais c'est un cessez-le-feu qui tient pour le moment. Aujourd'hui, je veux rapide dire un truc qui est très haut, je le dis à la fin. Sur la question des prisonniers politiques, je parle beaucoup, je suis désolé. Sur la question des prisonniers politiques palestiniens, il y a la situation avant le 7 octobre et la situation après le 7 octobre. Avant le 7 octobre, il y avait plus ou moins 5000 Palestiniens en prison. Des Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, de partout de Palestine. Des Palestiniens qui sont passés
10, 20, 30 et 40 ans en prison. Des hommes et des femmes qui passent leurs 30 et 40 ans et à la fin ils sont morts dans les prisons. Un des éléments, et ça c'était dit clairement, et moi je dis clairement, un des éléments déclencheurs de cet octobre, c'est la question de la libération des prisonniers politiques palestiniens. Il y avait cet appui sur tout le monde pour dire que voilà, ça suffit que les gens, les femmes et les hommes passent 10, 20, 30 et 40 ans dans les prisons sans que personne n'en parle. Il y avait ces 5000. Après le 7 octobre, aujourd'hui, je veux parler avant les échanges, après je rentre sur la question des échanges. Le chiffre est arrivé à entre 14 et 16 000 détenus politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. Mais si on parle des conditions de détention après le 7 octobre, les Palestiniens n'ont jamais vécu des conditions assez inhumaines, torture quotidienne, des tortures physiques, psychologiques, des témoignages que moi, en 10 ans de prison, je n'ai pas vécu ce que les gens ils ont vécu en 48 heures après le 7 octobre. Pour les gens de Gaza, il y avait le fameux centre de détention qui s'appelle Sadeh Temem. Sadeh Temem, en traduisant par l'hébreu, le Sadeh Temem, c'est comme la base de Yémen. C'est la traduction c'est la base du Yémen, c'est le nom du centre. Ils l'ont développé pour les gens de Gaza. Le chiffre officiel qu'on a jusqu'à aujourd'hui par le journal Haaretz, et ce n'est pas encore définitif, il y a entre 45 et 55 Palestiniens tués sous la torture physique, des témoignages, des façons de torture qu'un être humain ne peut pas imaginer. Comment ils ont torturé moi, il y en a une qui me marque toujours. C'était donné c'est sorti dans un journal et c'était donné. Ils enterraient les hommes dans le sable du désert jusqu'à là. Ils laissent que la tête qui sort pendant des jours. Ils lâchent les chiens sur ces gens pour qu'ils les chient dessus, pour qu'ils les pissent dessus pendant des semaines et des semaines. Ils leur donnent à peine à manger. On a vu tous le rapport, je ne sais pas si vous avez tous vu la question des violences sexuelles, des viols contre des hommes et des femmes. On a vu le témoignage des forces spéciales qu'ils ont violé, et c'était témoigné en vidéo contre un prisonnier. Pour les prisonniers de la Cisjordanie aussi, il y avait cette torture. 19 prisonniers de la Cisjordanie tués dans les prisons israéliennes, soit à cause de la torture, soit à cause de la négligence médicale. Aujourd'hui, les prisonniers ils se trouvent entre les bases armées, les centres de détention et les prisons. Il y a entre 27 et 30 places de détention. Les prisonniers n'ont pas le droit de visite, ni la Croix-Rouge, ni les parents, aucun contact avec l'extérieur. Ils n'ont pas de nouvelles de l'extérieur. Moi, j'ai vu des images des prisonniers là libres la semaine dernière. Ils demandaient si, par exemple, leurs parents ils étaient encore vivants. Ils demandaient si leurs enfants ils étaient vivants, si leurs parents ils étaient vivants. Il n'y a pas aucun contact avec l'extérieur. Il y avait vraiment aussi un génocide à l'intérieur de prison. Moi, je veux parler il y a aujourd'hui, ce qui reste après les échanges, il reste 12 femmes. Il y a 12 femmes qui n'ont pas été libérées avec les échanges. Il reste des 30 enfants aussi qui n'étaient pas encore libérés, mais c'était négocié qui vont sortir dans les prochaines vagues. Des enfants, on peut trouver des enfants de l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que pour les Israéliens, un enfant palestinien peut être passé en prison et jugé à partir de l'âge de 12 ans.
Le plus jeune qui est sorti la semaine dernière, il avait 13 ans. Il a passé à l'âge à la plage il était arrêté à l'âge de 12 ans, et il en est marié avec l'échange à l'âge de 13 ans. Les enfants aussi sont sortis avec des dos cassés, des pieds cassés. Moi, j'ai vu des potes à moi, et les prisonniers libres là, ils les prennent directement des bus de la Croix-Rouge aux hôpitaux directs. Aux hôpitaux directs. Moi, j'en ai parlé à des amis à moi. Il m'a dit, par exemple, la dernière prison pour libérer les prisonniers de la Cisjordanie, il les ramène dans une prison à côté d'un Ramallah qui s'appelle Ofer. Il me dit ça là, pour chaque prisonnier, il y a 4-5 gardiens. Pour chaque prisonnier, il y a 4-5 gardiens. Et il leur dit que vous êtes bienvenus pour la fête de au revoir. La fête de au revoir, c'est ménoter les gens mains et pieds, les mettre par terre, leur marcher dessus, leur pisser dessus, les taper. Moi, j'ai vu des prisonniers qui ont fini en sortant des bus de Croix-Rouge à l'hôpital avec 4-5 côtes cassées, juste la dernière 1 heure avant qu'ils soient libérés. Et ça, on en parle rare. C'est Gaza qui est dans les médias aujourd'hui, ça c'est compréhensible, mais il y a vraiment des crimes contre l'humanité, il y a des crimes de guerre qui sont commis dans les interrogatoires et quotidiennement dans les prisons. Il y a aussi les prisonniers en détention administrative. Je vais aller vite sur la question de la détention administrative. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948, et les Israéliens l'ont réappliqué sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une durée entre 1 mois et 6 mois. Cette durée peut être renouvelable à plusieurs reprises. Ça veut dire que tu reçois des ordres de 6 mois, plus 6 mois, plus 6 mois, plus 6 mois. Ça peut arriver à 2, à 3, à 4 ans de détention. Cette détention est basée sur un dossier de sécurité secret. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de jugement. C'est un dossier qui reste discret entre le procureur militaire et le juge militaire. Le prisonnier et son avocat, ils ne savent pas pourquoi cette personne il est en prison. Dans le cadre de cette détention aujourd'hui, il y a 3000 Palestiniens dans les prisons. Il y a des femmes, des enfants, des hommes détenus dans ce cadre illégal, totalement illégal. Et des gens, ils peuvent passer des années. Moi, je connais des cas, des camarades à moi, ils ont passé 15 et 16 ans en détention administrative, sans savoir pourquoi ils sont en prison. Ils passent 3 ans, 4 ans, ils les libèrent 1 mois, 2 mois, ils le remettent encore 3, 4 ans en détention, et ça continue, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui pour certains et certaines. Le système carcéral israélien n'a rien à voir avec la question de la sécurité d'Israël. C'est l'endroit pour essayer de briser la volonté et de briser la psychologie des Palestiniens et des Palestiniennes. Si on compte juste après 67, parce que je dis ça parce qu'il n'y avait pas des comptes exacts avant, entre 48 et 67. Entre 67 et aujourd'hui, 900 000 Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. Ça veut dire 35% à 37% de la société palestinienne est passée par les prisons israéliennes. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une maison sur 2 où tu n'as pas un ou une prisonnière qui n'a pas passé des années et des mois en prison. Ce système carcéral israélien, ça fait partie de la question des moyens de la destruction de la société palestinienne. Ça fait les moyens de contrôle de la vie des Palestiniens. Juste un truc, pour ne pas oublier de le dire aussi, que ça je parle là avant 7 octobre, parce que après le 7 octobre c'était impossible de fonctionner comme ça. Malgré la prison, la difficulté de la prison et les difficultés qu'on vit en prison, mais avec les passées d'années, les Palestiniens et les Palestiniennes dans les prisons
israélienne, ils ont pu développer un système de résistance, un système où ils ont pu arracher des droits de l'administration de prison grâce à leur résistance, grâce à la grève, aux grèves de la faim qu'ils ont déclenchées. Ces grèves de la faim, j'ai eu la chance à participer à 2 grèves de la faim, une en 2011 et une en 2022. Ces grèves de la faim, c'était notre dernier moyen de résistance dans la prison pour arracher des droits. Des droits qui peuvent être pour les gens des trucs très normaux, mais pour nous en prison, ce n'était pas des trucs normaux. Par exemple, d'obtenir un matelas qui est 2 cm de plus que le matelas qu'on avait qui était de 3 cm, de négocier combien de centimètres d'avoir un matelas, une plaque chauffante, 1 heure ou 2 heures de plus dans la cour, à la place d'être enfermé par exemple 20 heures sur 24 heures, on a demandé 2 heures de plus qu'on soit enfermé que 18 heures. Des droits des visites pour les gens de Gaza entre 2006 et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en 2006, ils ont fait la loi de Shalit où ils ont interdit les gens de Gaza, les prisonniers de Gaza, de visiter. Ça peut apparaître pour les gens de besoins simples, mais pour un prisonnier, on a déclenché des grèves de la faim à plusieurs reprises pour obtenir ses droits. Et il y a des camarades à nous qui sont tombés martyrs dans ces grèves de la faim. On a pu développer un système de résistance, et on ne s'est pas caché. Pour nous, la résistance à l'extérieur de la prison, c'est un droit. Là, si les Israéliens, on a pu comprendre qu'ils veulent nous briser la psychologie, la mentalité, et nous rendre une charge sur nos familles, et nous rendre une charge sur notre société, on a tout fait l'inverse en prison pour pouvoir résister collectivement et monter ce système de solidarité dans la prison elle-même. On a pu construire une vie solidaire, collective entre nous. C'est ça qui nous a permis de développer notre culture, développer notre niveau politique, notre niveau idéologique, développer notre engagement à notre patrie et développer notre engagement aux valeurs de l'humanité et la liberté de notre peuple et la liberté de l'être humain en général. Si on voit aujourd'hui tous les têtes qui ont apparu il y a 10 ans et qui vont apparaître aujourd'hui chez tous les partis politiques palestiniens, chez tous les dirigeants palestiniens, c'est des gens qui sont passés par les prisons israéliennes. C'est des gens qui étaient formés, c'est des gens qui ont subi dans les prisons israéliennes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a eu la libération de 1967 prisonniers. La dernière vague, elle sera samedi prochain. En faveur, il y a 22 ou 23 otages en total qui vont être libérés. Il restera 68 otages à Gaza et il restera 14 000 otages palestiniens dans les prisons israéliennes. Pour nous, et c'est clair, ça sera inacceptable que les gens y passent leur vie en prison. Ce sera plus acceptable qu'un Palestinien passe 10, 15 et 20 ans et 30 ans et 40 ans. Le plus ancien qui est sorti aujourd'hui, Abou Shed et Mohamed Tos, il a passé 40 ans en prison. Naël Balbouti qui est toujours en prison, il passe ça en 43e année en prison. Les négociations vont être dures les prochaines semaines qui viennent, mais il y a une décision qu'il faut libérer ces hommes et ces femmes et ces enfants de l'enfer des prisons israéliennes. Dernier mot, avant qu'on passe aux questions, si vous voulez, un mot qui est très important. Moi, je pense que nous, ici, on a un rôle très important à jouer. Il ne faut pas diminuer l'importance dans notre rôle, le rôle de la solidarité internationale avec le peuple palestinien, avec les résistants et les résistances palestiniennes. Le peuple palestinien, on doit le dire clairement, on ne doit pas avoir peur de dire que le peuple palestinien, il a le droit de résister et on a le droit de soutenir la résistance du peuple palestinien. On l'a fait en Algérie, on l'a fait en Afrique du Sud,
On l'a fait pour le Vietnam, on va le faire pour le peuple palestinien. Nous, la diaspora palestinienne, on a une responsabilité énorme à jouer là-dedans et on est en train de le faire pour aussi lever le niveau et structurer, essayer d'aider à structurer le mouvement de solidarité. Le mouvement de solidarité, c'est un élément majeur dans la lutte du peuple palestinien. C'est un des outils très très importants. Il faut le voir à quel niveau il était important pendant 15 mois pendant 15 mois de ce génocide en cours. Si la cause palestinienne est retournée comme première priorité politique mondiale, elle est retournée grâce à 3 éléments, et c'est que grâce à ces 3 éléments qu'on a pu garder, remettre la cause palestinienne et le peuple palestinien en tant que première priorité politique mondiale. C'est la résistance du peuple palestinien, la résistance avec tous les moyens sur place, la résilience du peuple palestinien qui a refusé de partir encore une fois de sa terre. Il a refusé de reproduire une deuxième Nakba comme celle de 1948. Et la troisième, c'est la solidarité internationale. Nous, les millions qui étaient dans les rues, en France, à Londres, aux États-Unis, partout dans le monde, nous, on a compté. Si Macron, il a reculé de sa prise de position, de dire que voilà, je veux faire un front international contre Gaza, et un an après, il a changé son avis, c'est pas parce qu'il aime les Palestiniens. Il a changé son avis parce qu'il était obligé de changer. Parce que nous, on était là, dans les rues. Chacun d'entre nous, il a rempli sa responsabilité, que ce soit les députés, que ce soit les élus, que ce soit le peuple, que ce soit les syndicats, que ce soit les gens dans les rues. Chacun, il a assumé ses responsabilités. C'est grâce à cette solidarité qu'on a pu changer un petit peu. Et moi, je ne vous cache pas, l'Allemagne et la France, c'est la pire situation. Ça, on le sait. On est face à des gouvernements fascistes qu'on n'a pas pu imaginer arriver au pouvoir. Et malgré ça, on a pu tenir bon et faire ce qu'on peut faire, et on a pu changer des choses. Je pense que voilà, il faut être... je pense que ce qui était acceptable avant le 7 octobre, politiquement, ce sera plus acceptable après tout ce qui s'est passé pour les Palestiniens. Les 4500 Français qui sont commis leurs crimes à Gaza, leur seule prison, c'est pas entre nous, leur seul endroit, c'est la prison. Il ne faut pas que ces gens vivent normal dans la société française. C'était le cas pour les Français qui sont allés bénévolement à Daesh, qui ne les ont pas encore pris leurs enfants, et les 4500 génocidaires aussi, leur seul endroit c'est la prison, et c'est pas de vivre entre nous en liberté. Les missions qu'on a, ils sont énormes, et je pense que ce qui s'est passé à Gaza nous a ouvert un horizon de combat, un nouveau horizon de combat. On a toute la question de la reconstruction de Gaza qui est devant nous. Ce qu'ils n'ont pu pas obtenir avec la guerre, avec le génocide, ils vont essayer de le récupérer et le prendre politiquement avec la question de la reconstruction de Gaza. Je veux terminer que voilà, la communauté internationale, avec tout ce qu'elle a pu essayer de faire à Gaza, au sud Liban et ailleurs, mais quand on imagine la différence entre un gouvernement israélien qui est en train d'essayer de payer 15 000 $ pour les colons qui habitent dans le nord, sur les frontières de Liban, pour les convaincre d'aller retourner et habiter dans les colonies, et ils ne veulent pas retourner, et entre le peuple de Gaza, au moment de cessez-le-feu, qui est retourné dans le nord, malgré qu'ils n'ont rien habité dans le nord, le peuple de Liban, qui est retourné au sud de Liban, au moment du cessez-le-feu, et il est retourné chez lui, dans ses villages, dans ses villes totalement rasées, ça montre que voilà, les peuples qui résistent, les peuples qui sont origines, les peuples qui sont là, c'est leur terre, ils vont retourner un jour. Moi, je pense que nous, on a une mission immense. Nous, on fait partie de cette résistance. On fait partie on fait partie de cette responsabilité éthique, cette responsabilité humaine et historique à soutenir le peuple palestinien et le peuple libanais. On
continue, on lève la voix et on va faire comprendre aux sionistes, aux Israéliens et leurs alliés, un jour, la Palestine, la Palestine n'a jamais été, et la Palestine ne sera jamais dans le futur, une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Merci.